Est-ce que toutes mes dernières lectures sont violentes, sombres et matures? Oui, à 95%, oui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle review lecture, dans laquelle on va parler de mes dernières lectures, tout aussi sombres, violentes et matures qu'elles soient, presque toutes en réalité. Et je vous propose sans plus tarder de commencer avec la première lecture. Il s'agit de la réédition d'Hellsing dans sa perfecte édition du côté de chez Delcourt Tonkam, avec une édition que je trouve hyper accessible en termes de prix et hyper qualitative déjà, il faut le dire. Une couverture noire, cartonnée, avec un lettrage qui nous rappelle légèrement le sang, un magnifique petit liseré rouge, et puis une édition qualitative à 15 € surtout. Et ça, c'est super intéressant. Mais bref, de quoi ça nous parle Hellsing? Eh bien Hellsing, ça nous raconte l'histoire de l'organisation Hellsing, gérée par Integra, qui est une organisation qui lutte contre les vampires, contre les forces du mal en Angleterre. Et cette organisation, c'est une force de frappe de l'église protestante, d'une certaine manière. C'est un groupe, une organisation qui dispose d'une arme secrète. Il s'agit d'un vampire, Alucard, assoiffé de sang, qui pourrait paraître presque invincible, et qui en plus est armé jusqu'aux dents, hein, autant vous le dire, ça dégomme à tout va. Parce que oui, Hellsing c'est ça, c'est une lecture très popcorn finalement, avec un scénario dynamique, rythmé, pourvu en testostérone, qui va à toute vitesse, et qui en un tome va nous plonger directement dans le bain, puisque il va falloir nous plonger dans le bain, puisque c'est une série qui est relativement courte, précédemment éditée en 10 tomes, donc on est sur une série qui grosso modo va être sur 5 tomes en perfecte édition, ce qui est plutôt pas mal finalement. Alors on a des pages qui sont tout aussi qualitatives, bien épaisses, bien blanches, et qui reflètent l'action, voilà, la violence, la maturité d'un récit qui n'est pas à mettre entre toutes les mains. Et d'ailleurs, c'est très bien noté juste ici, avec un public pour public averti, ce que je trouve très très bien. Et Hellsing, grosso modo, c'est pas vraiment prise de tête. Alors, j'ai pas réellement détecté de thématique à proprement parler que je pourrais analyser, pour être totalement sincère. Ça défouraille dans tous les sens, il y a du sang, il y a des cadavres. Par contre, ce que je trouve notamment très intéressant, c'est qu'il y a un véritable lore autour de Hellsing qui est très intéressant. On nous parle quand même de la lutte entre les églises, on va nous parler notamment de la lutte contre le Vatican, puisque le Vatican va s'insérer dans cette bataille entre vampires et entre l'organisation Hellsing, parce qu'ils rejettent un peu tout ce que sont Hellsing d'une certaine manière. Donc ça, c'est un point que je trouve intéressant, parce que le conflit des églises, ça a toujours été quelque chose qui a été présent dans notre monde et dans l'histoire, donc ça c'est plutôt intéressant. Et pour le reste, c'est beaucoup de bastons et beaucoup de mystères. Et c'est ça tout l'intérêt finalement d'Hellsing, parce que ce tome 1, il va nous révéler beaucoup de choses, mais pas suffisamment pour laisser planer de nombreux mystères. On va comprendre qu'est-ce que l'organisation Hellsing, depuis quand elle existe, qui est Integra. On va comprendre que l'arme secrète de l'organisation est Alucard, mais Alucard, on en sait très peu finalement sur lui, si ce n'est que c'est un vampire qui est assez ancien, assez fort, puissant, qui maîtrise des armes qui n'existent pas, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans le mot de l'auteur à ce propos, qui s'est fait un peu chafouiner par certains lecteurs à l'époque de la première édition d'Hellsing, qui gnognotaient parce que les armes, machin, n'existent pas, ne sont pas réelles. Mais bon, dans un récit de dark fantastique, j'ai envie de dire que c'est presque normal, hein. Et puis, on va découvrir de nouveaux personnages, comme par exemple le majordome de l'organisation d'Hellsing et d'Integra, qui arrive plutôt vers la fin du récit, et que je trouve absolument génial. Très charismatique, comme la plupart des persos, honnêtement.
très bien écrit, si on peut le dire, même si ça va vite et si je trouve qu'il n'y a pas un développement hyper profond des personnages. Et puis j'aime beaucoup les dessins. Alors les dessins, ils ont une vibe très particulière, saut années 90, et moi ces dessins, quand je les vois, ça me fait penser à du Trigun, voilà. Je trouve ça plutôt intéressant, je trouve ça plutôt sympa. Est-ce que je vais continuer cette édition? Bien évidemment. J'ai envie d'aller au bout de ces 5 tomes. J'ai envie de voir quelle est l'histoire de Hellsing, que je ne connais pas forcément, si ce n'est à l'époque en animé. Hein. Je n'avais jamais lu Hellsing, donc autant vous dire que je kiffe bien. J'aime beaucoup les pages, voilà, comme celle-ci, là, comme celle juste ici, qui sont très noires, avec juste un visage ou des yeux qui ressortent. Je trouve que ça, il y a vraiment une ambiance particulière dans Hellsing qui fonctionne réellement bien, avec les apparitions d'Alucard. Et puis les dessins sont quand même plutôt jolis, on va pas se mentir. Je vous propose de passer au tome 2 de Coq de combat, édité chez Delcourt Tonkam, un tome 2 difficile à trouver puisque en rupture. C'est d'ailleurs le seul tome de la série Coq de combat qui est en rupture actuellement. Mais pas d'inquiétude, je suis persuadé que Delcourt va réimprimer des tomes pour qu'il y ait des réassorts dans les magasins, donc surtout ne cédez pas à la spéculation. Coq de combat qui nous raconte l'histoire de Rio, ce jeune homme de 16 ans qui a subi une pression tellement énorme due à l'attente de résultats de la part de ses parents, de la part du système scolaire, de la part de la société, qui aurait pu faire partie de l'élite japonaise, eh bien, va tuer son père et sa mère et se retrouver en système carcéral pour mineurs. Ce qui va se passer, c'est que Rio, malheureusement, va être exposé à de la torture physique, de la torture psychologique, à des abus sexuels, et pour se protéger et pour tenter de survivre, eh bien, va tout simplement se plonger dans le karaté qui va lui être enseigné par ce personnage que vous voyez juste ici, qui est un détenu, qui a d'énormes connaissances en sport de combat et qui lui aussi a une histoire similaire avec Rio. Et ce tome 2, moi je l'aime énormément parce qu'il nous montre plein de choses. Il nous plonge au cœur de plein de sujets différents. D'une part, le statut social des personnages, cette importance d'avoir un statut, on le comprend très vite avec ce qui est dit autour de Rio, mais on va le comprendre encore plus vite avec le directeur de la prison pour mineurs, qui, plutôt que de tenter de réinsérer ces jeunes, va voir en Rio un véritable danger pour la société et va tenter de l'éliminer par différents moyens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est justement ce système carcéral pour mineurs où finalement les jeunes qui devraient être accompagnés pour une réinsertion au cœur de la société vont finalement être livrés à eux-mêmes et vont être livrés à la violence du système carcéral. On va nous parler évidemment du karaté, puisque c'est tout le propos du récit. Mais on va nous parler du karaté différemment qu'on peut parler de sport de combat dans d'autres mangas de sport. Notamment le karaté, ici, on nous montre à quel point ça peut être une arme d'attaque ou de défense, mais que cela reste une arme. C'est tout le propos du récit, et c'est très difficile. C'est très difficile parce que on est face à un personnage, un anti-héros, qui, au départ, fait face à la violence de ses agresseurs et qui, pour leur répondre, va choisir non pas de se défendre, mais va choisir d'attaquer, finalement. Et en ça, il va être vu comme un danger, parce qu'il a la rage de vivre, il a la rage de vouloir sortir d'ici, et ça fait de lui un danger et qui doit être, selon certaines personnes, éliminé. Moi j'ai adoré Coq de combat qui nous livre des planches absolument génialissimes, très simples, très épurées, comme cette planche, où on voit juste deux combattants se battre, et ça suffit à mon petit plaisir, très honnêtement. J'aime beaucoup l'entraînement, tout ce qui est proposé autour du karaté, parce que oui, on nous montre la détermination, l'abnégation de Rio à vouloir s'entraîner, à vouloir faire de son corps une arme, mais on nous montre aussi la force mentale, l'abnégation psychologique qu'il faut avoir pour devenir excellent au niveau du sport. Alors là, je vous montre une planche un petit peu violente, mais on a d'autres planches où en fait on a Rio qui fait du shadow karaté, et ça c'est absolument génial. Bref, je vous en dis pas plus, mais j'espère qu'avec cette petite review sur le tome 2 et la review précédente sur le tome 1, je vous aurai convaincu de lire Coq de combat. Il faut lire Coq de combat, qui est un seinen de sport, et qui, malgré tout, au-delà de la violence, a de vraies thématiques, a de vrais messages, et un héros que je trouve hyper profond,
et qui évolue très rapidement, parce qu'on passe de Ryo, le jeune homme très introverti, très renfermé sur lui-même, à un personnage qui va aller de l'avant, et ça c'est chouette. Allez, je vous propose de continuer du côté de chez Mangetsu avec Shiruran, tome 1, qui nous raconte l'histoire de Toshizo Hijikata, 24 ans, un marchand ambulant qui vend des herbes médicinales, qui s'entête notamment à défier différents sabreurs sur sa route, puisqu'il veut tout simplement devenir l'un des plus puissants sabreurs de la capitale. Sauf que ce personnage, des années plus tard, on le retrouvera à devenir l'un des vice-commandants du Shinsengumi, cette milice samouraï redoutable, et on le surnommera notamment le démon du Shinsengumi. Alors ce que je trouve super intéressant dans ce premier tome, notamment, c'est qu'on va suivre l'histoire de Toshizo au travers des yeux d'un autre personnage, un personnage qui va être interviewé bien des années après la fin du Shinsengumi, par une journaliste, et on va voir Toshizo au travers des yeux d'un de ses plus grands compagnons, ce que je trouve absolument génial. Bon, vous le savez, vous connaissez mon amour pour les mangas de samouraï, vous connaissez mon amour pour les mangas basés sur le Japon féodal, et autant vous dire qu'un manga de samouraï basé sur des faits réels, c'est forcément ma came. Parce que oui, Toshizo, il a véritablement existé, et le Shinsengumi, si vous ne le saviez pas, a également existé. C'est une milice qui a servi le shogun Tokugawa pour faire régner l'ordre à Tokyo, si je dis pas de bêtises. Ce que j'aime énormément avec ce manga, c'est qu'il vient pêcher des codes de différents genres un petit peu partout, et il y en a deux qui ressortent malgré tout, ce sont le shonen et le furio. Alors pourquoi le furio? D'une part parce que on retrouve Toshizo qui va s'installer dans un dojo où il y a tous les rebuts de la société qui n'ont qu'une envie, c'est faire la bagarre, et qui finalement vont devenir un groupe très lié par la famille. C'est quand même très caractéristique des furios. On a les personnages qui ont quand même des gueules de tueurs, ça on peut le dire, on va pas se mentir. Et puis on est sur un seinen qui est quand même assez violent, notamment dans la violence des combats. Voilà, on a des combats qui sont hyper violents, ça tabasse, et ça y va pas forcément qu'à coup de sable d'ailleurs, hein. C'est parfois un peu violent. Ouais, je crois que c'est le terme en fait, il y a pas plus. Très sincèrement, au niveau du scénario, c'est très rythmé. On ne laisse pas du tout souffler le lecteur, qu'on se le dise. Mais scénaristiquement, en tout cas, moi ça me semble ok, et je trouve que c'est hyper séduisant, même si c'est difficile de le dire en ayant lu qu'un seul tome, mais de par les dessins que je trouve absolument sublimes, qui nous offrent des traits fins, des scènes d'action lisibles et spectaculaires, et surtout, moi je trouve que les chara-design, ils sont vraiment propres, de qualité, avec des décors qui sont plutôt jolis, plutôt travaillés. On a une belle galerie de personnages, pour commencer le manga, et ça c'est plutôt intéressant, même si au début ça fait quand même beaucoup de personnages à retenir. J'ai toujours un peu de mal moi quand il y a trop de personnages, avec des caractères somme toute classiques, très shonen d'une certaine manière, différents, mais attachants. Donc oui, je vais continuer Shiruran, de toute façon autant vous dire que j'en ai une dizaine derrière moi, donc je vais les lire, et puis je prendrai une décision à la fin des 10 premiers, on va dire, savoir si je vais continuer ou non ce manga, mais qui pour l'instant m'a plutôt convaincu sur ce premier tome. Je vous propose de continuer avec le tome 3 et le tome 4 de Mauvaises Herbes de Keigo Shinzo. Keigo Shinzo que je ne connaissais pas avant de lancer cette chaîne YouTube, que j'ai découvert notamment au travers d'Irayasumi. Et Mauvaises Herbes est quelque peu différent d'Irayasumi dans le sens où même si on est sur un slice of life dans Mauvaises Herbes, on est quand même sur du dramatique, avec notamment l'histoire de Shiori, une lycéenne qui a fugué de son domicile et qu'on va retrouver dans un bordel, notamment de par les yeux du lieutenant Yamada, le lieutenant Yamada qui va la recueillir chez lui, tout simplement parce que Shiori lui fait énormément penser à sa fille décédée. Dans les deux premiers tomes que j'ai pu lire précédemment, on nous raconte notamment que c'est une histoire très dramatique que vit Shiori, au même titre que le lieutenant Yamada a un passé très dramatique et a du mal à s'en remettre. On a donc deux personnages, tous les deux attachants, blessés par le passé, par le poids de la vie, et à la fin du tome 2, ce qui se passe, c'est que le lieutenant Yamada et Shiori vont se disputer, et finalement Shiori va faire une fugue. Elle va être recueillie notamment par une illustratrice et elle va découvrir son amour pour le dessin.
et va s'inscrire notamment dans un club de dessin du lycée, d'illustration du lycée, et commencer à se faire de nouveaux amis. Et c'est ce que je disais un petit peu finalement à la fin du tome 2, c'est que malgré une histoire très sombre, une histoire très violente, alors non pas par de la violence physique à proprement parler, mais plutôt par le passé, la dureté de l'histoire, qui est notamment soulignée par des chiffres, les chiffres des adolescents qui sont exposés à différentes violences, qui sont fugueurs au Japon. Donc Keigo Shinzo, il nous met un peu une claque comme ça derrière l'oreille en disant « Attends, c'est pas qu'une simple histoire en fait, je me suis quand même basé sur des faits réels », ça c'est important de le souligner. Je disais notamment qu'à la fin du tome 2, on laissait entrepercevoir au lecteur un ciel un peu plus bleu, un peu moins nuageux. Et c'est le cas. C'est le cas dans ce tome 3 et dans ce tome 4 notamment, avec effectivement un ciel qui devient un peu plus bleu, un peu plus éclairci, je dirais. Et effectivement, c'est toujours le cas dans le tome 3 et dans le tome 4. On est vraiment sur un récit dramatique qui laisse peu à peu les nuages se lever pour laisser au lecteur entrepercevoir une éclaircie et qui va aborder d'autres thématiques. Et les premières thématiques dont on peut parler dans ce récit, c'est notamment le poids des mots, le poids des rumeurs, pointer du doigt le harcèlement scolaire, notamment les violences entre élèves, la différence, l'acceptation de l'autre, dans un processus où la rencontre a son importance, puisqu'elle va redonner confiance à Shiori et au lieutenant Yamada également. Ce que j'aime beaucoup avec Mauvaises Herbes, c'est que, et notamment ce tome 3, c'est qu'il va nous montrer toute la fragilité psychologique de Shiori, mais aussi du lieutenant Yamada, des efforts surhumains qu'elle fait pour accepter ce qu'elle est, passer outre ses différences, c'est très important, passer outre son vécu, passer outre les obstacles, reconnaître ce que font les autres pour elle. Et je trouve que c'est un message qui est absolument magnifique, plein de bon sens, et qui nous montre qu'il ne faut pas rester enfermé sur soi-même, que peu importe le vécu qu'on ait, aussi horrible soit-il, il y aura toujours des gens pour vous aider, comme il y aura toujours des gens pour vous enfoncer. J'ai adoré également l'évolution de la relation entre le lieutenant Yamada et Shiori, et en parallèle de toute cette histoire, eh bien, revenir un petit peu sur le travail du lieutenant Yamada, qui est quand même aux affaires à la brigade des mineurs, et qui va nous montrer bien tous les mineurs, toutes les affaires qu'il traite, etc. Ce qui nous laisse quand même beaucoup réfléchir sur la situation des mineurs au Japon, même des mineurs en France d'une certaine manière, le travail du lieutenant Yamada, et sur le fait de recueillir une mineure qui lui rappelle sa fille n'est pas finalement un acte égoïste, ou est-il un acte héroïque? C'est encore une série de Keigo Shinzo qui est terminée en 4 tomes, qui nous offre une conclusion très particulière, qui m'a laissé perplexe, mais non pas dans le sens négatif, mais parce que j'ai vraiment éprouvé beaucoup de mélancolie finalement à la lecture de ce tome 3 et ce tome 4, et bien évidemment c'est une des meilleures séries que j'ai pu lire, honnêtement, et j'ai apprécié cette lecture de Mauvaises Herbes que je ne peux que vous recommander. Je vous propose de finir cette review avec le tome 4, le tome 5 et le tome 6 de GTO, des mangas qui se lisent assez facilement, qui sont très accessibles, et franchement, en 2 heures de temps, les 3 tomes sont lus. GTO qui nous raconte l'histoire d'Onizuka, ce voyou qui s'est lancé dans l'enseignement pour les mauvaises raisons, puisqu'à la base, il voulait draguer des jeunes filles, et qui finalement va tomber amoureux de l'enseignement, et va décider de changer un petit peu le système scolaire qui, lui aussi, a beaucoup subi. Et dans ce tome 4, on va notamment suivre Onizuka, qui continue de fédérer les élèves, qui croient de plus en plus en lui, et qui croient qu'une bonne entente entre professeurs et élèves est possible. Alors, pas la majorité de sa classe, mais une bonne partie quand même, ce que je trouve notamment intéressant. Onizuka qui va continuer de fédérer et qui va notamment aider dans le tome 4 Tomoko. Tomoko, cette jeune fille maladroite, un peu bébête, sans amis, qui se fait harceler et et Onizuka va déceler en elle un véritable talent. Et sous l'excuse d'une étude sociologique, va l'emmener à un concours de beauté qui va la révéler au grand public. Alors ce que j'ai beaucoup aimé notamment déjà, c'est qu'effectivement, on revient sur des choses que je trouve un petit peu malsaines au Japon, honnêtement, ces concours de beauté pour jeunes filles et même pour très jeunes filles.
Je sais que ça se passe en France aussi, mais c'est beaucoup plus discret honnêtement. Un récit qui va nous raconter aussi tous les maux que Onizuka va causer à notre cher sous-directeur, mais surtout ce sont des tomes qui vont nous parler de l'enseignement qui fonctionne sur le matraquage, sur un fond de discipline totalement abrutissante, avec beaucoup d'humour malgré tout, alors qu'Onizuka, lui, va rendre les cours amusants. C'est des tomes qui vont nous parler, oui, de harcèlement scolaire, de mères isolées, de comportements scandaleux de la part des parents, mais aussi de la part des enfants. Et encore une fois, tout comme dans Coq de combat, on va notamment aborder le fait d'avoir une position sociale, comme lorsqu'il va se confronter notamment à la mère qui est présidente de l'association des enfants. Ça, c'est un point important. Et dont l'enfant, justement, eh bien, se permet tout et absolument tout, y compris de harceler physiquement certains élèves et de les violenter. Ce que j'aime énormément avec Onizuka, c'est qu'il va provoquer différentes choses chez les élèves, mais il va provoquer différentes choses également chez les professeurs. Dans l'équipe de professeurs du lycée où il enseigne, il va provoquer chez certains de l'admiration, ce qui va provoquer une certaine motivation. Ils vont vouloir devenir de meilleurs enseignants. C'est un beau message, je trouve. Et à contrario, pour d'autres professeurs, il va provoquer de la haine, du dégoût chez certains qui aiment le système en place au point de vouloir faire virer Onizuka. Et encore une fois, l'idée de parler, de traiter de la position sociale au Japon en fonction de son lieu d'études, en fonction de son éducation, est une idée que je trouve très intéressante. Ce que j'aime également, bien évidemment, c'est qu'Onizuka, peu importe les élèves qu'il a en face de lui, peu importe les problèmes qu'ils ont, il va s'investir à fond pour ses élèves, y compris, s'il doit y laisser sa vie, comme lorsque la fille d'un politicien, par exemple, est enlevée par des mafieux pour une rançon. Bon, grosso modo, vous l'aurez compris, j'adore GTO pour plein de raisons différentes, mais parce que je trouve qu'encore une fois, les thématiques résonnent encore très très bien avec notre monde d'aujourd'hui, si ce n'est encore plus quand on met en avant le harcèlement, le suicide scolaire, etc., etc. Donc je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même si, bien sûr, c'est des choses qui n'arriveront sûrement jamais, un professeur qui va défoncer une porte pour protéger son élève. Mais je trouve que c'est un beau message et je kiffe GTO. Voilà, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes lectures, si vous êtes d'accord ou non, si vous avez lu Shiruran, la nouvelle édition de Hellsing, si vous avez lu également Mauvaise Herbe, GTO, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas également à me dire ce que vous avez lu récemment, ça me donne des idées pour les futures reviews et les futurs achats, hein, c'est tout aussi important. Je vous dis à très très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, de grands mangas impliquent de très grandes lectures. Ciao tout le monde.